François Hollande a inauguré ce samedi le 50e salon de l'agriculture à Paris, en plein scandale sur la viande de cheval. C'était sa première visite en tant que chef d'État. Les recherches se poursuivent pour retrouver les 7 Français enlevés mardi dans le nord du Cameroun. La région a été déclarée zone rouge par le ministère français des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay qui redoute également des enlèvements au Bénin. Et puis en Tunisie, plusieurs centaines de manifestants ont défilé ce samedi dans le centre de Tunis. Ils ont répondu à l'appel des partis de l'opposition pour protester contre la nomination d'un nouveau Premier ministre issu d'Ennahda, Ali Larayed. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. C'était donc sa première visite au Salon de l'Agriculture en tant que président. En plein scandale sur la viande de cheval, François Hollande est allé à la rencontre des consommateurs et des agriculteurs. Il a tenu à rassurer. Voyez ce reportage de nos confrères de France 3. Au revoir tout le monde. Il est un peu plus de 17h, dernier signe de la main avant d'achever cette journée marathon. 10 heures de visite pour le président, soit 2 de moins que le candidat Hollande il y a un an. Je ne bats pas de record parce que finalement moi c'est un plaisir, donc je pourrais même y rester sur les 7 jours, mais j'ai quand même autre chose à faire. En bon président corrézien, François Hollande a fait honneur au terroir. Il a serré des mains, mangé des huîtres, dégusté différents vins. Mais surtout, il s'est employé à rassurer toute une filière en proie au doute. Les éleveurs sont inquiets pour leur avenir. On ne sait pas trop où on va parce que ce qu'on achète est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on vend. En plein scandale de la viande de cheval, François Hollande veut rétablir la confiance des consommateurs. Dans quelques jours, il proposera à Bruxelles un étiquetage obligatoire de la viande pour les plats cuisinés. Si entre les distributeurs et les producteurs, nous pouvons garantir que sur les plats cuisinés, toute la viande est maintenant tracée, je pense que ce sera bon pour la filière agroalimentaire, bon pour la production française et bon pour le consommateur. Dans les allées du salon, on salue la proposition du chef de l'État. Maintenant, une entreprise française va consommer de la viande française et permettre aux consommateurs français de manger de la viande française. Toute la journée, l'accueil fut chaleureux et les échanges agréables. De bon augure, car le président n'oublie pas que la plus grande ferme de France reste une terre de conquête pour la gauche. Des combats sont toujours en cours ce samedi dans l'extrême nord-est du Mali entre l'armée tchadienne et les islamistes. Cela fait plus de 24 heures que ça dure. On compte au moins 65 morts côté djihadiste et 13 côté tchadien. C'est le bilan le plus lourd depuis le début de l'intervention française. Marie Normand. Le président français salue le travail de l'armée tchadienne au Mali. C'est désormais à la frontière de l'Algérie, dans le massif des Ifoghas, que se concentrent les combats. Une zone où, selon François Hollande, les islamistes seraient nombreux à s'être réfugiés. Nos amis tchadiens ont lancé une offensive hier qui a été extrêmement dure. Ces combats vont se poursuivre. C'est vraiment là la dernière phase du processus. Les djihadistes, eux, ont opté pour une guerre de guérilla. À Gao, leur dernière offensive a été repoussée au prix de lourds combats. En témoignent ces corps qui jonchent le sol de la mairie de la ville. C'est là que s'étaient retranchés les rebelles avant d'être pilonnés au lance-roquettes vendredi par l'armée malienne. Dans l'enceinte du bâtiment, 4 corps ont été retrouvés. Vendredi après-midi, une équipe de démineurs français était à pied d'œuvre, mais la plupart des engins explosifs n'étaient pas activés. Ailleurs à Gao, les soldats maliens patrouillent dans des rues désertes. Des snipers islamistes étaient vendredi encore positionnés sur ces toits. Les bâtiments doivent être bourrés d'ennemis, avec encore des grenades non explosées, des fusils, des kalachnikovs en main, ainsi de suite. Le Moujao dit vouloir poursuivre le djihad contre les mécréants. Le groupe islamiste a d'ailleurs revendiqué l'attentat à la voiture piégée de vendredi près de Tessalit. Il visait des rebelles touaregs alliés aux forces maliennes et françaises. Et on est toujours sans nouvelles des 7 Français enlevés mardi dernier dans le nord du Cameroun. Même si la sécurité a été renforcée dans la région, l'ambassade de France recommande fortement à ses ressortissants de quitter la zone. Un message entendu par des étudiants en soins infirmiers. Ils ont décidé de retourner à Yaoundé. Nos envoyés spéciaux Willy Bracciano et Jonathan Walsh les attendaient à l'aéroport. L'avion qui relie le nord du Cameroun à la capitale vient d'atterrir. Parmi les passagers, quelques Français,
comme ces étudiantes. Pour leur sécurité, elles ont choisi d'écourter leur séjour. On a 5 semaines d'avance. Là, on redescend parce que l'ambassade nous demande de redescendre et c'est vrai que c'est plus prudent. Prudence depuis l'enlèvement des Français. Alors ces jeunes filles ont décidé de revenir dans leur famille d'accueil à Yaoundé. Ça doit être dur, ça. Moi, je suis contente de vous voir. Moi aussi. Et de manger vos avocats. Moi, je crois que c'est mieux pour elles de descendre au sud parce qu'il n'y a plus de sécurité ici. Voilà. Ils seront moins exposés. Apprenties infirmières, elles devaient apporter leur aide à l'hôpital régional de Maroua. Mais le jour de leur arrivée, les 7 Français ont été kidnappés. On ne savait pas ce qui se passait, on savait qu'il y avait une prise d'otage dans le nord du Cameroun et que c'était des Français, mais après on ne savait pas plus, alors du coup on paniquait parce qu'on ne savait pas trop. Informés par les habitants de Maroua, ces derniers ont tout fait pour les rassurer. Ils ont tous été gentils avec vous. Ils n'avaient pas envie qu'on redescende parce que si on redescendait, ça voulait dire que nous on acceptait que ça se passe comme ça et que le Cameroun on ait peur. Enfin, ça montrait qu'on ait peur, qu'on redescende et que c'était de leur faute alors que ça n'avait rien à voir. Cet enlèvement, un coup dur pour la France, mais aussi pour le Cameroun, qui n'avait pas besoin d'une telle publicité. J'imagine par ailleurs les retombées négatives que nous pouvons avoir par rapport au tourisme et d'autres investisseurs qui seraient tentés de venir. Donc pour moi, c'était un coup de massue. 230 Français vivent dans les 3 régions nord du pays. Tous n'ont évidemment pas fait le choix de quitter leur habitation, mais l'ambassade de France leur recommande fortement de ne pas s'approcher de la frontière nigériane. Et après l'enlèvement de ces 7 Français au Cameroun, le Quai d'Orsay est sur ses gardes. Il appelle désormais également à la vigilance au Bénin. Il y aurait des risques d'attentat ou d'enlèvement selon lui. L'opposant égyptien Mohamed El Baradei a appelé ce samedi à boycotter les élections législatives prévues fin avril. Il entend ainsi démontrer, je cite, l'imposture de la démocratie. Le scrutin avait été annoncé jeudi par le président égyptien Mohamed Morsi. La date de ces législatives, elle vient tout juste d'être modifiée. Après des protestations de la communauté copte, le scrutin débutera le 22 avril prochain et non plus le 27. En Tunisie, plusieurs centaines de manifestants ont défilé ce samedi dans le centre de Tunis. Ils ont répondu à l'appel des partis de l'opposition pour protester contre le parti au pouvoir, Ennahda. Ils s'opposent également à la nomination du nouveau Premier ministre Ali Larayed. La correspondance de David Thompson. Cette manifestation visait aussi à dénoncer ce choix d'Ali Larayed. Beaucoup de slogans lui étaient hostiles aujourd'hui, car aux yeux des manifestants, le ministre de l'Intérieur, qui est devenu Premier ministre hier, est l'un des premiers responsables de cette violence politique qui explose en Tunisie, et notamment de la mort de l'opposant Chokri Belaïd. Pour une partie de l'opposition, son bilan au ministère de l'Intérieur est vraiment mauvais. Les heurts avec les groupes armés dans le pays se multiplient. Pas plus tard qu'hier, des affrontements armés ont eu lieu dans la ville de Sidi Bouzid, le berceau de la révolution, causant la mort d'une personne, blessant par balle 2 militaires. Et pour les manifestants, ce climat et cette violence politique en Tunisie, c'est d'abord le signe de l'échec de la politique sécuritaire d'Ali Larayed et du gouvernement à majorité islamiste de façon générale. C'est pour cette raison que les manifestants demandaient aujourd'hui le départ d'Ali Larayed. Une nouvelle manifestation ce samedi en Espagne, mobilisation contre l'austérité et la corruption. Les Espagnols sont venus dire non aux coupes budgétaires mises en place par le gouvernement de Mariano Rajoy. Ils ont prévu ce soir de converger, vous le voyez, vers la place Neptuno près du Parlement. Et avant de refermer ce journal, le point sur les matchs qui se sont déroulés aujourd'hui dans le cadre du tournoi des 6 nations. L'Angleterre a battu la France 23-13 ce samedi à Twickenham. Elle reste en course, cette Angleterre, pour le Grand Chelem. La France qui, elle, enregistre sa 3e défaite d'affilée. Et puis le Pays de Galles a, lui, remporté le match face à l'Italie 26-9. Prochain match ce dimanche, ce sera l'Écosse face à l'Irlande. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.